Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur Bismart à partir de 13h. Au sommaire de cette édition, nous aurons tout d'abord le plaisir de recevoir Georges Németh, président du groupe Patrimofi, mais aussi administrateur de l'Anacofi. Nous ferons le point avec lui sur les tendances de rentrée dans la gestion de patrimoine avec des termes que vous entendez souvent dans cette émission, capital investissement, SCPI, fonds structurés, mais aussi ESG. Autant de thématiques qui reviennent donc très régulièrement. Nous ferons d'ailleurs un focus particulier sur cette dernière thématique qu'est l'ESG afin de se demander si les CGP sont sensibles ou non à cette immense vague marketing autour de l'investissement vert. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous ferons ensuite un focus sur les passoires énergétiques que chasse le gouvernement avec l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du DPE le 1er juillet dernier. Il est légitime de se poser la question des conséquences pour les propriétaires et pour le marché de l'immobilier. Nous ferons également un point sur l'imbroglio récent et notamment sur les dernières annonces du gouvernement sur le sujet, avec en ligne de mire la date du 1er novembre où le nouveau DPE sera remis en place après avoir été suspendu face à un nombre vertigineux de logements classés F ou G. Nous en parlerons avec Christophe Demerson, président de l'UNPI, et Stéphane Fritz, président de Guy Hockey Immobilier. Et puis dans la seconde partie de Smart Patrimoine, nous continuerons à revivre Patrimonia avec des interviews réalisées sur place par Club Patrimoine, avec au programme un focus sur les placements préférés des Français, PER ou encore Assurance Vie, avant de nous tourner vers les fonds thématiques ou encore l'investissement en Allemagne en ce qui concerne les SCPI. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec Patrimoine thématique où nous avons le plaisir de recevoir Georges Németh, président du groupe Patrimofi et administrateur de l'Anacofi. Bonjour Georges Németh. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors nous sommes là au début du mois d'octobre, on s'est déjà vu sur ce plateau. Ça fait 1 mois qu'on donne la parole en fait aux experts de la gestion de patrimoine dans Smart Patrimoine. Et il y a des thèmes qui reviennent très souvent, pour ne pas dire tout le temps. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle très régulièrement de private equity, de SCPI, de fonds structurés, sans oublier évidemment l'ESG, mais on y reviendra. D'abord, sur ces 3 premières thématiques, vous constatez, vous, que c'est les 3 grandes thématiques de cette rentrée ? Oui, alors ce sont 3 des thématiques de la rentrée. Ce sont aussi des thématiques que nous avons toujours mises en avant depuis de nombreux mois et même plusieurs années, ayant une conviction profonde que l'ensemble de nos clients, ou l'essentiel de nos clients, ne souhaitaient pas être exposés à la volatilité des marchés. D'accord. Et donc c'est une manière de diversifier l'allocation de leurs actifs tout en les mettant un peu à l'abri de cette fameuse volatilité. Donc private equity, SCPI, fonds structurés, pour vous, c'est des placements qui permettent d'éviter la volatilité des marchés. Peut-être un peu moins pour les fonds structurés quand même ou... Oui, si je peux juste me permettre de rappeler, la volatilité, c'est l'amplitude de la variation sur la durée. Donc, Bien sûr. Plus la variation est importante sur une durée courte, plus il y a de volatilité. Et l'archétype d'un placement volatile, c'est forcément une action cotée en bourse. Bien sûr. Donc, Oui. donc on peut comme ça classer les autres catégories. en étant de fait moins volatile du coup. De fait moins volatile. Et alors pourquoi ces 3-là depuis, alors pas depuis la rentrée, mais qui reviennent depuis fin août, c'est quoi? C'est là où on va trouver du rendement aujourd'hui ou... Alors on va trouver du rendement, on va trouver des marchés qui ne sont pas aussi hauts que les marchés financiers. Bien sûr. Entendu, on s'interroge de savoir jusqu'où ils vont aller. Bien sûr. Combien de temps vont-ils tenir le private equity, c'est donc accompagner quand même l'économie en investissant directement au sein des entreprises, bien sûr, vers de fonds, de structures intermédiaires, bien sûr, mais c'est aussi une logique d'un investissement à moyen terme. C'est accepter un certain degré d'illiquidité pour rechercher effectivement des rendements bien plus élevés. Et un placement qui est pas mal mis en avant en ce moment, notamment avec le label Relance aussi, où cette idée de financer la reprise économique, de réorienter l'épargne vers justement ces PME et ETI françaises. Exactement, ce sont autant de labels ou de systèmes d'incitation, où vous avez même des systèmes d'incitation d'origine fiscale qui peuvent aussi convaincre les investisseurs du bien fondé de cette offre. D'accord, donc ça c'est pour le private equity, donc on va chercher du rendement, mais on alerte sur
sur l'illiquidité, encore qu'on commence à voir parfois des produits qui ramènent de la liquidité dans ce produit qui, par définition, normalement, nécessite d'être investi longtemps. Oui, alors jusqu'à présent, le private equity était réservé à une catégorie de clientèle plutôt fortunée, disposant de tickets d'investissement d'au moins 100 000 euros. Aujourd'hui, on a vu apparaître, quand je dis aujourd'hui, depuis de nombreux mois, Bien sûr, oui. on a vu apparaître une offre de private equity au sein de l'assurance vie, Oui. donc accessible à des niveaux beaucoup plus bas, et dont la liquidité est en principe garantie par l'assureur, ce qui change un peu la donne. Bien sûr, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut normalement retirer son argent, si ce n'est à tout moment. En tout cas, il y a des cas de déblocage anticipé, comme on peut le connaître dans certains dispositifs de retraite. Oui, il y a une valeur liquidative, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est un investissement moyen-long terme. Et donc, lorsqu'on est amené à vouloir bénéficier de la valeur liquidative, donc la liquidité est retirée par anticipation ces fonds, on prend également le risque éventuellement d'être dans une période où on réalisera une moins-value. Alors, les SCPI, c'est des réalités très diverses, que ce soit en termes de thématiques, que ce soit en termes de régions géographiques, que ce soit en termes de régions juste, est-ce qu'on est en ville, enfin en cœur de ville ou en périphérie. Si on prend de la hauteur sur cet investissement de manière générale, comment est-ce que vous le voyez, vous, aujourd'hui? On a l'impression que c'est là où on va chercher du rendement. On nous parle de 4%, généralement, parfois 5%. On a l'impression que, comme il y a immobilier, ça rassure énormément les investisseurs et donc les émetteurs de produits jouent aussi sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, Georges Németh? Alors, avant tout, les CPI, ce sont des investissements immobiliers. Je crois Bien sûr. que certaines personnes ont un peu perdu ça de vue. Donc là encore, nous sommes sur un investissement à moyen long terme. Là encore, il n'y a aucune forme de liquidité qui est garantie. En période normale, les SCPI offrent ce que j'appellerais moi une fluidité, c'est-à-dire que l'investisseur acquiert des parts et il peut donc les céder ces parts, Bien sûr. que ce soit des SCPI à capital fixe ou à capital variable. Mais on peut se retrouver dans des cas où la liquidité, où la fluidité dont je parle est bloquée et il y a plus de demandeurs que d'offres. C'est ça, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est pas l'opérateur de la SCPI qui va racheter vos parts le jour où vous voulez sortir. Il faut qu'il y ait un autre acheteur derrière qui soit intéressé par vos parts en question. Pour les SCPI à capital variable, qui sont les plus répandus sur le marché, c'est une sorte de confrontation entre l'ensemble des souscripteurs et l'ensemble de ceux qui souhaitent exercer un retrait de leur part. Et alors, vous, j'imagine que vous en faites quand même de la SCPI. Qu'est-ce que vous allez regarder spécifiquement ? Alors nous allons regarder, d'abord nous allons regarder son passé, son track record, pour jargonner. Nous allons regarder la constitution de son patrimoine, l'emplacement. D'accord, oui, c'est ça. Nous allons regarder le profil des locataires. D'accord. Nous allons regarder la concentration également des revenus locatifs entre quelques locataires. Est-ce que quelques locataires représentent un pourcentage élevé ou pas des loyers pour évaluer le risque de défaillance d'un de ces locataires. Donc il vaut mieux que ce soit diversifié, si ça rassure finalement quand on y va. Ces points-là sont mutualisés, mieux on se porte. D'accord. Et on va également regarder la durée des baux, qui est un élément très important, surtout en ce moment, à savoir donc, les baux commerciaux 3-6-9 années. Dans beaucoup de SCPI, surtout celles bien gérées, vous avez 50%, voire 60% des baux qui sont à 6 ans ferme et plus. Et donc c'est un élément très rassurant, puisque ça donne de la visibilité à moyen terme sur la régularité et la récurrence des revenus. Et je pense que c'est un élément extrêmement important en ce moment où, depuis mars 2020, nous vivons une période particulière. Bien sûr, où est apparu le télétravail systématique dans toutes les entreprises à un moment donné. Et aujourd'hui, on s'interroge sur le modèle futur des relations entre l'entreprise, ses salariés et l'usage des bureaux. Est-ce que tout le monde va quitter les bureaux pour être en télétravail? Est-ce qu'on va utiliser les bureaux différemment? En tout état de cause, quelle que soit la réponse à ce genre de sujet, la certitude que nous avons, c'est qu'au sein des SCPI, l'impact de ce type de décision forte que peuvent prendre les entreprises ne se fera sentir qu'entre 3 et 5 ans d'aujourd'hui. D'accord. C'est lié au fait qu'on ne peut pas quitter ou résilier son bail comme on veut. On est bien obligé d'attendre l'échéance. Donc l'immobilier de bureau n'est pas complètement mort aujourd'hui en 2021. Et s'il venait à le devenir, ce ne serait pas tout de suite, ce serait entre 3 et 5 ans. Voilà. Et on peut penser qu'il y aura d'autres événements qui vont
affecter positivement l'immobilier de bureau dans 3 à 5 ans aujourd'hui, on peut espérer que Bien sûr. la pandémie ou l'épidémie aura été, si ce n'est jugulée, en tout cas maîtrisée. Et alors, un mot rapidement des fonds structurés, parce qu'on l'entend souvent sur ce plateau, on nous explique que c'est le meilleur des deux mondes. Je ne vais pas revenir sur le mécanisme dont on a déjà parlé, mais il y a quand même cette idée avec le fonds structuré que plutôt que d'aller investir sur un marché financier et de suivre finalement l'évolution du cours, on s'engage sur un rendement et ensuite charge à celui qui a émis le fonds structuré d'atteindre ce rendement. Donc la promesse est belle. Avec une idée de garantie en capital. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, les fonds structurés? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites attention, c'est risqué, ou au contraire, vous vous dites tiens, c'est plutôt malin et ça peut plaire à certains de mes clients? Je pense que c'est une très bonne manière d'accompagner les marchés financiers sans s'exposer frontalement. Donc d'essayer de bénéficier des fluctuations des marchés financiers, voire de capter des rendements même en cas de performance négative pour certains fonds. Bien sûr, En fait, avec le système d'options. Les fonds structurés ont différents mécanismes. Le versement d'un coupon protégé jusqu'à 20% de baisse par exemple. Et effectivement, la protection du capital à l'échéance, donc qui est un élément très important, même si on sait que 93% des fonds structurés sont remboursés dans les 3 premières années de leur durée de vie. Mais enfin, en période normale, pourrais-je dire. Donc les fonds structurés, c'est une manière de rechercher un rendement qui peut être assez élevé et que, malgré ou au travers de toutes les vicissitudes que pourront connaître les marchés financiers, et d'avoir le temps pour soi, c'est-à-dire en général une dizaine d'années, pour percevoir ce rendement, c'est ce que j'appellerais une forme de risque maîtrisé. D'accord. Et acceptable pour l'ensemble de nos clients. D'accord, donc ça c'est l'avis du professionnel en investissement qui conseille les épargnants. On finit avec l'ESG. Alors l'ESG, je ne vous cache pas, Georges Neymes, que c'est un sujet qui revient très régulièrement, voire tout le temps. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, qui devez conseiller des épargnants vis-à-vis de produits que vous leur proposez, comment est-ce que vous voyez moi j'appelle ça une vague marketing, pas forcément parce que tout est faux dans ce qu'on raconte, mais parce que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde dit qu'il en fait. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, aujourd'hui? Écoutez, je vois ça d'abord. Je ne peux être que satisfait de cette tendance globale. Je pense que nous n'allons pas débattre aujourd'hui de l'intérêt qu'il y a à défendre la planète, bien sûr, préparer l'avenir et essayer de corriger les excès de l'humanité. Donc tout ce qui concerne le climat, les investissements durables, etc., est le bienvenu. Maintenant, entre ça et la réalité, aujourd'hui, nous avons une tendance de fond, sans jeu de mots, bien sûr, pour constater que les investissements veulent tous se verdir. Donc je n'irai pas jusqu'à prononcer, je prononcerai quand même le mot de greenwashing, qui est la version, je dirais, presque limite entre l'escroquerie et la réalité. Bien sûr, qui consiste à ne rien changer, mais à dire que c'est vert. C'est vert, donc on peut se demander comment, par miracle, l'ensemble de l'offre, l'essentiel de l'offre aujourd'hui, notamment en matière d'investissement financier, mais même maintenant en matière immobilière, a pu en si peu de temps se verdir à ce point-là. Donc je dis simplement que l'intention est bonne, il ne faut pas non plus que les investisseurs, nos clients, soient lésés et croient investir dans des structures qui vont contribuer à des investissements durables, ont des objectifs verts et qui, en fait, dans la pratique, ne le font pas. Il ne faut déjà pas confondre l'investissement dans la structure d'un fonds d'investissement, par exemple, et le sous-jacent de cet investissement, qui sont les sociétés dans lesquelles il est investi. Donc je pense qu'il y a une énorme part de marketing, sans vouloir froisser qui que ce soit sur le marché. Il y a des gens plus sérieux que d'autres, et il y a quelques points de vigilance quand même qu'il faudrait observer. Notamment, nous avons aujourd'hui des critères. On a ISR, ESG, on ne va pas rentrer dedans, et il peut y en avoir demain d'autres. Il faudrait que ces critères soient beaucoup plus rigoureux qu'ils ne le soient aujourd'hui, qu'ils ne soient pas sujets à interprétation ou à manipulation, dirais-je, et que ça soit déjà un élément extrêmement rassurant pour les clients. Il faudrait aussi probablement que les autorités de tutelle, qui n'hésitent pas à contrôler beaucoup de choses dans notre univers professionnel, s'intéressent de plus près à ce verdissement soudain d'une partie de l'offre du marché et nous rassurent et rassurent nos clients sur le fait qu'effectivement, nos clients investissent dans des sociétés qui vont contribuer durablement à l'amélioration de notre environnement. Et le dernier point,
Il m'a échappé. Bon, en tout cas, il y en a déjà deux, effectivement, avec cette notion de régulation. Merci beaucoup, Georges Németh, de nous avoir détaillé un petit peu votre avis et votre vision sur ces tendances de rentrée. Georges Németh, président du groupe Patrimofi et administrateur de l'Anacofi. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous allons nous plonger dans l'imbroglio du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. Un nouveau mode de calcul est en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Mais face à la vague de logements classés F ou G, le gouvernement a décidé de suspendre les diagnostics de tous les logements antérieurs à 1975. La ministre du Logement hier a de son côté fait savoir qu'un nouvel arrêté viendrait régler les bugs liés à ce nouveau DPE d'ici le 8 octobre. Pour une reprise de ces diagnostics dès le 1er novembre. Il faut dire que l'enjeu est de taille car ce DPE est à présent opposable, c'est-à-dire qu'il est juridiquement valide et peut donc servir d'outil pour attaquer un propriétaire ou un vendeur, le tout dans un contexte d'exclusion progressive de logements qui ne seraient pas aux normes. Les logements classés G ne pourront plus être loués dès 2025, puis les logements classés F ne pourront plus être loués dès 2028 et les logements E en 2034. Une situation qui chamboule un peu le marché de l'immobilier, surtout dans l'ancien, comme on peut l'imaginer. Nous en parlons avec Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Stéphane. Et nous en parlons avec Stéphane Fritz, président de Guy Hockey Immobilier. Bonjour. Stéphane Fritz. Alors, j'ai fait un résumé rapide. Je n'ai pas parlé de tout, Stéphane Fritz. Je n'ai pas parlé du détail du nouveau mode de calcul, mais ce résumé correspond aujourd'hui à la réalité et aux grands enjeux qu'on voit sur ce nouveau DPE ? Oui, il correspond pleinement aux grands enjeux et à ce que souhaitait la ministre et notamment le gouvernement. Il faut rappeler juste de façon en chapeau les enjeux de la rénovation énergétique. Bien sûr. Aujourd'hui, l'énergie, c'est dans le bâti, c'est 44% en France et c'est 25% des gaz à effet de serre. Donc c'est un vrai enjeu que personne ne conteste. J'en parlais avec Christophe ce matin, personne ne conteste ça. Seulement les modes d'application aujourd'hui ont été un petit peu légers de ce point de vue-là. On s'aperçoit qu'on va faire sortir 1 million de logements à l'horizon 2025 du parc et donc on se dit où va-t-on loger ces gens-là. Donc il y a quelques imperfections dont on va parler un peu plus dans le détail. Bien sûr, et alors vous avez raison de mentionner les gaz à effet de serre parce que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, c'est qu'en fait dans le nouveau mode de calcul, avant on s'intéressait, dans l'ancien DPE, on s'intéressait à la performance énergétique du logement. Aujourd'hui on va y intégrer également sa consommation de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que même si un logement est performant et bien isolé, du moment qu'il consomme du gaz à effet de serre, on considère qu'il est mal noté sur le DPE avec cette idée de favoriser une transition énergétique du logement. Voilà, et on va prendre en compte le chauffage, le luminaire, aujourd'hui, la climatisation, les auxiliaires et l'eau chaude, je crois. Bon, donc finalement des bonnes idées pour favoriser cette transition énergétique, dans la théorie en tout cas. C'est une très très bonne idée avec une application un peu légère de ce point de vue-là. Il va falloir un peu rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui, le DPE devient bloquant sur le terrain et n'a pas été pris en compte de ce point de vue-là. Et alors c'est ça où on arrive sur les points un petit peu d'achoppement. On va continuer avec vous, Christophe Demerson. Alors, il y a eu un communiqué qui est sorti sur le site du ministère de la Transition écologique hier, qui expliquait que 384 000 DPE avaient été réalisés depuis le 1er juillet 2021. 207 000 DPE portent sur des logements construits avant 1975, ça c'est les chiffres. Je vous donne également ceux de la FNAIM qui estime que sur le premier trimestre d'application, au lieu de 514 000 logements qui seraient diagnostiqués F ou G avec ce nouveau calcul, on serait déjà à 1 million de logements. Donc en fait, le problème, c'est qu'avec ce nouveau mode de calcul, beaucoup plus de logements que prévu deviennent F ou G et donc automatiquement menacés d'exclusion à la location plus tard et donc doivent réaliser des travaux pour se mettre aux normes. C'est ça aujourd'hui le sujet. Vous avez bien résumé la situation. Voilà, on nous avait vendu, il faut rappeler un peu, si on revient en arrière, il faut rappeler ce qu'on nous avait vendu. On nous avait dit, voilà, un nouveau diagnostic, de la sécurité, de la transparence. Et tout le monde était d'accord sur l'objectif. C'est un bon objectif. L'objectif, il est bon, l'idée, elle est bonne. Le problème, et ce qui m'a frappé à la réunion d'hier avec la ministre, c'est que tout le monde était d'accord, tout le monde a alerté. On a vu que les indicateurs n'étaient pas bons. Tout le monde, dès le début de l'été, on l'avait dit avant, mais on l'a redit au fur et à mesure. Et maintenant, on se retrouve au mois d'octobre pour voir, j'allais dire, c'est une catastrophe industrielle, parce que hier, à la réunion au ministère, j'écoutais parler d'incident. Non, ce n'est pas un incident, c'est quand même un problème important. C'est 1 million de logements fermés tout de suite, qui vont se fermer rapidement.
Donc pas moi, tout de suite, non, effectivement, mais, oui, non, en, je veux dire, en on est dans le temps long. 2025. On est dans l'immobilier, on est dans le temps long. Comment voulez-vous qu'on mobilise sur un tel nombre de logements? C'est impossible. Je veux dire, même avec de l'argent magique, même en admettant qu'il n'y ait aucun problème, on n'aura pas les hommes, on n'aura pas les matériaux. Déjà aujourd'hui, vous voyez bien, n'importe quel Français qui veut faire des travaux, il appelle un artisan, c'est compliqué. Comment voulez-vous qu'on arrive à l'objectif? C'est impossible. Donc le million de logements, je le confirme. On nous avait dit 600 000, on est déjà au million. En 3 mois, c'est 35 000 diagnostics par jour. Bien sûr. Donc là, maintenant, on est devant la falaise et nous, on dit, la question que j'ai posée hier à Madame la Ministre, c'est où va-t-on loger ces gens? Donnez-moi une réponse, quel est le plan prévu? Parce qu'ils ne pourront plus, ces appartements ne pourront plus être mis en location, donc il ne pourra plus y avoir de locataires dedans. C'est Non, forcément il des ne pourra appartements plus y qui avoir seront de vides locataires, ou habités par le bien sûr. propriétaire. Ils seront déclarés, ils seront insalubres. Donc on ne pourra plus mettre de gens dedans. Donc quel est le plan? Sur combien d'années? Où on va mettre ces gens? Parce qu'il ne faudra pas nous dire au dernier moment, ah oui, ben oui, d'accord, les gens, comment on fait? Oui, parce qu'après, c'est les propriétaires qui seront fautifs. Donc nous, jamais l'UNPI, on est là pour défendre les propriétaires. Jamais on conseillera à un propriétaire de continuer à louer un logement comme ça. Je rappelle que même le congé pour travaux, c'est pas prévu par le législateur aujourd'hui. C'est l'article 161. C'est-à-dire que vous voulez faire des travaux. Pour faire les travaux, c'est des travaux importants. Le locataire, il est en place. Vous n'avez pas de moyen de le faire. Ce que vous dites, en fait, c'est que il y avait un nombre, on savait qu'il y avait un certain nombre de logements qui seraient de toute façon passés F ou G avec ce nouveau mode de calcul. C'était anticipé parce qu'ils prenaient peut-être un peu plus en compte, finalement, notamment les gaz à effet de serre ou l'énergie non propre dans son nouveau mode de calcul. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, là, on en a trop d'un coup et donc on ne peut pas gérer les On a travaux. accéléré le calendrier. Alors, je comprends qu'il y ait un calendrier politique, mais ce que j'ai fait remarquer hier, c'est que le calendrier politique, ça vous a pas échappé, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Et après, Normalement, ça n'a pas échappé, il ne effectivement. faudra pas qu'on nous dise qu'on fait de la politique politicienne, parce que ça, je peux vous dire que les candidats, ça va être au cœur des débats, parce que nous, on va poser la question à tous les candidats. Où on va mettre les gens? C'est bien beau de faire des effets d'annonce. Au départ, on était d'accord sur un objectif raisonnable. Le problème, c'est qu'on a rétréci le calendrier et on a accentué, et l'outil n'est pas fiable. Le thermomètre n'est pas fiable, ils l'ont reconnu. Moi, c'est ça ma question, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on passe de 514 000 à 1 million de F ou G? Parce que finalement, enfin, il y a ce qu'on veut atteindre, Stéphane Fritz, et en fait, finalement, on met le curseur en fonction du nombre de logements qu'on veut atteindre. Enfin, donc, du coup, c'est quoi la vraie, le vrai indicateur? C'est combien de logements on remet aux normes progressivement, ou qu'est-ce que c'est qu'un logement G finalement aujourd'hui? Il faudrait déjà démarrer peut-être par une étude d'impact, et elle n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Il faudrait, à mon sens, déjà reculer l'opposabilité, parce qu'il va falloir la revoir. Alors l'opposabilité, effectivement, c'est que ça veut dire qu'on peut attaquer aujourd'hui un locataire, un propriétaire, en tant que locataire, si le logement n'est pas aux normes. Je pense qu'il faut remettre à plat. Ce qu'il faut dire aussi, et j'entends Christophe, et que ça verbe. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que tous les acteurs sont autour de la table et sont conscients du sujet. Et je dirais presque que c'était une bonne chose que de mettre un coup de balai et de réveiller un peu tout le monde. Parce que tout le monde est conscient qu'il va falloir y aller. Quoi qu'il arrive, c'est ça qu'il faut se dire. Il va falloir y aller. Aujourd'hui, il faut vraiment rénover notre parc. Bien sûr, oui, ça reste une nécessité. Ça reste le point de départ quand même. En revanche, là, aujourd'hui, on voit bien que ça ne va pas être possible à mettre en place. On va mettre trop de logements sur le carreau, en tout cas qui seront ni louables ni vendables. Et ça va forcément nous impacter. On ne pourra pas le gérer. Et comme le dit Christophe très très bien, vous demandez à un artisan de venir, vous mettez 3, 4 à 5 mois pour pouvoir l'avoir chez vous pour faire de la rénovation. Bien sûr. Ensuite, on fait preuve de pédagogie, nous, dans les agences, mais on attend cet atterrissage et cette discussion, et à mon sens, il faut la remettre à plat, parce qu'on va expliquer aussi qu'il y a une économie d'énergie derrière la dépense à avoir, et tous ces calculs, il nous faut d'abord avoir l'atterrissage pour pouvoir l'expliquer à chacun de nos clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. Aujourd'hui, c'est possible de dire si on est F ou si on est G, il faut prévoir telle ou telle enveloppe de travaux, ou ça dépend vraiment des appartements et de la surface? Approximativement aujourd'hui, on parle de 15 à 17 000 euros pour passer d'une classe à une autre. D'accord, pour passer d'une classe à une autre. Et on parle aussi, pour passer d'une classe à une autre, d'une économie entre 60 et 120 euros par mois d'énergie. D'accord, donc effectivement, là, il y a effectivement des avantages aussi. Il faut faire ce calcul intéressant de combien on paye et combien on gagne, combien on récupère. Mais d'abord, il faut attendre l'atterrissage. Aujourd'hui, on est allé un peu vite, un petit peu vite et un peu drastiquement. L'écologie punitive, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, puisque tout le monde à la table aujourd'hui est d'accord. Je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et puis avoir un calendrier qui soit adapté à peut-être
à une étude d'impact qui n'a pas été faite à ce jour. Mais alors, il y a quand même un argument que pourrait répondre un écologiste convaincu, de dire bah oui, mais il n'y a plus le temps. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on demande encore plus de temps ? Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Il y a toujours le temps pour faire bien. Il y a toujours le temps pour faire bien, ça c'est votre réponse, Stéphane Fritz, Christophe de Merson. Non, mais nous, ce qu'on répond, Nicolas, c'est que les choses, elles sont simples. C'est que le temps, je veux dire, le bâtiment, c'est du temps. C'est pas un décret qui va faire les choses. Comme vous le dites, oui, après c'est du temps d'homme, c'est de la main d'œuvre, bien sûr. C'est des assemblées générales, c'est des travaux qui doivent être votés. Je veux dire, tout ça, c'est encadré. Le problème des locataires, déjà, même si vous voulez faire les travaux, si le locataire est dedans, comment vous faites ? Vous n'avez pas les moyens de le faire partir, vous voyez ? Il faut regarder en amont, réfléchir, et tout ce travail n'a pas été fait. En tant que propriétaire, je ne peux pas faire les travaux tant que j'ai un locataire dans l'appartement. Donc du coup, absolument pas, bien sûr que non, vous ne pouvez pas le faire. Alors nous, on l'a demandé. Et regardez, c'est pas possible, c'est l'article 161, il a été retoqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même revenir au bon sens, et il faut de la méthode. Parce qu'on parle quand même d'un enjeu majeur, c'est le logement des Français. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Moi, ça m'a frappé à la réunion hier. Tout le monde est d'accord pour faire des travaux, tout le monde est d'accord, mais il y a un calendrier, et après, c'est du bon sens. Le calendrier, il faut commencer par les plus impactés. C'est léger. Avec le mauvais thermomètre, il nous avait annoncé 600 000. On dépasse déjà le million. Commençons déjà par ce million, parce que si on attaque déjà ceux de 2034, là, en réalité, on est à 5 millions d'appartements. Ah, donc ce que vous dites, c'est que finalement, il faudrait décaler en fait le calendrier, se concentrer sur les G et après passer sur les F et sur les E. D'accord. Tout, parce que si on compte, il y a des gens qui anticipent. Les gens qui anticipent, par exemple, qui sont en F et qui voudraient passer en E, et ben tout de suite, ils anticipent aussi. Donc, je veux dire, le travail, il ne se fera pas. Alors, il y a effectivement cette notion de temps, très très rapidement, et après on parlera de l'impact sur le marché immobilier sur le temps qui nous reste, mais il y a une aide supplémentaire. Donc il y a le temps, mais il y a l'argent aussi. Il y a une aide supplémentaire, 2 milliards d'euros supplémentaires pour MaPrimeRénov'. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, Christophe de Merson. J'écoute, j'entends, j'aime bien les saupoudrages. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, parce que ça, en réalité, on parle, vous voyez, si on prend de l'isolant mince, par exemple, tous les appartements parisiens, il va falloir des isolants ultra minces, puisqu'on ne peut rien faire sur les façades. À l'arrière, c'est compliqué, puisque tout est déjà posé. Donc, c'est de l'isolant mince. Si vous prenez, par exemple, de l'isovite, je vous parle en prix, parce que moi, je suis quand même pragmatique, je suis un Auvergnat. Bon, ben, on est à 250 € du mètre carré. Bon, d'accord, le propriétaire, s'il est dans les critères, il va toucher 8 € du mètre carré. C'est bien, il vaut mieux qu'il touche 8 € que rien. Mais il reste quand même 242 €. Mais à mon avis, honnêtement, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est le calendrier. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est l'opposabilité. Je l'ai demandé parce que l'opposabilité, en réalité, tout le monde a peur et tout le monde est freiné. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les diagnostiqueurs, je me mets à la place des diagnostiqueurs, c'est pas facile pour eux. Parce que imaginez, il y a 3 mois, ils ont mis un appartement, ils l'ont classé RF. Le gars fait des travaux, et puis aujourd'hui, il est en G. Oui, non, bien sûr. Bah, c'est tout le sujet aujourd'hui. Et le vendeur et l'acheteur, c'est le sujet. Et alors, Stéphane Fritz, on revient quand même sur des notions un peu d'argent. C'est quel impact sur le marché immobilier aujourd'hui dans des zones tendues, comme dans des grandes villes comme Paris, où on a beaucoup de logements anciens qui, de fait, étaient déjà mal classés avant, qui ne vont pas être mieux classés aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendez à une baisse des prix ? Est-ce que vous vous attendez à un sujet autour de la location de ces logements-là ? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'offres locatives dans les années à venir ? Enfin, comment est-ce que vous voyez cet impact du DPE sur le marché immobilier ? Je ne vais pas faire plaisir à Christophe. Déjà, je trouve que les 2 milliards, c'est une bonne chose. Et toutes les aides que vont pouvoir donner aujourd'hui l'État pour nous accompagner dans ce sujet-là sont de bonnes choses. Il y a eu de très bonnes choses faites par ce gouvernement aujourd'hui. Sur le marché, je ne vois pas d'impact. Je ne vois pas d'impact aujourd'hui, en tout cas pas sur les prix. Il y a une pénurie de logements. Si on enlève encore 1 million de logements, vous imaginez bien que il y aura encore plus de demandes. Oui, donc, ce n'est pas le sujet. Donc, non, je ne vois pas du tout ni dans les volumes, ni dans les prix. Ça ne ferait pas peur aux acheteurs, finalement, d'avoir des travaux imposés à faire sur des logements ? Il va y avoir aujourd'hui des passages de main et on va le prévoir. Et nous, notre travail aujourd'hui, c'est de faire preuve de pédagogie et d'expliquer justement à chacun des acheteurs ou des vendeurs quel est l'impact justement des travaux qu'il va pouvoir faire sur son prix, mais aussi sur l'économie d'énergie. Et ça fait sens. Donc non, je ne suis pas très inquiet. Nous, on attend juste un atterrissage d'une chose réalisable. Parce que donc, si on faisait un résumé, c'est une bonne loi, globalement. C'est une bonne loi, en tout cas une bonne intention. Tous les acteurs à la table sont mobilisés pour y aller. Le fait d'y mettre des sous, c'est une bonne chose. Voilà, l'opposabilité et le calendrier sont des choses qui sont un peu trop rapides et brutales. Voilà, halte à l'écologie punitive et faisons preuve de pédagogie pour accompagner ce grand projet qui est sociétal et pas seulement économique. Merci beaucoup Stéphane Fritz, président
président de Guy Hockey Immobilier. Merci Christophe Demerson, président de l'UNPI, d'être venu commenter du coup ces actualités sur le DPE et nous exposer un petit peu les impacts que ça peut avoir sur les épargnants, propriétaires ou locataires. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie qui va vous faire revivre l'événement patrimonial avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournés par le partenaire de l'émission Club Patrimoine. Au programme, donc, on va d'abord se demander quels sont les placements préférés des Français. On parlera de PER ou d'assurance vie. Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, interviewera Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé de RS. Mais Bogdan Koval sera accompagné de 2 CGP pour poser toutes ces questions à Pierre-Emmanuel Sassonia. Il sera accompagné de Bruno-Philippe Fléché, fondateur et dirigeant de 2A Conseil, et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excelis. Ensuite, nous retrouverons Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, qui demandera à Raya Benchikou, responsable commercial réseau France chez AXA IM, si les fonds thématiques répondent aux besoins des CGP. Et puis, en troisième partie, nous retrouverons Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, qui demandera à Anne Schwartz, directrice générale de Parev Gestion, mais aussi à Mathieu Navarre, directeur commercial de Parev Gestion, pourquoi l'Allemagne attire-t-elle autant les SCPI. Et c'est parti pour la première interview que l'on vous fait vivre aujourd'hui de Patrimonia. PER, assurance vie, quel est le placement préféré des Français? C'est une question qui est posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé chez RS. Bogdan Koval de la rédaction donc, de Club Patrimoine, qui est associé à Bruno-Philippe Fléchet, fondateur et dirigeant de 2A Conseil, et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excelis, qui pose eux aussi leurs questions de professionnels de la gestion de patrimoine à Pierre-Emmanuel Sassonia. On regarde tout de suite. Bonjour, le plan d'épargne retraite est-il en train de prendre l'ascendant sur l'assurance vie? C'est la question que nous allons poser à notre invité, Pierre-Emmanuel Sassonia, d'RS. Bonjour Bogdan. Pierre-Emmanuel, vous allez bien? Ça fait un grand plaisir de vous recevoir. Alors pour que cette table ronde soit encore plus intéressante et encore plus riche, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Bruno Fléché et Sébastien Martinez. Enchanté. Vous allez bien? Merci à vous d'avoir accepté mon invitation et surtout vous allez m'aider à poser des questions à Pierre-Emmanuel. La première évidemment c'est est-ce que vraiment le PER est en train de prendre l'ascendant sur l'assurance vie? Alors ce qui est certain, c'est que le PER est vraiment en train de prendre sa place dans le paysage de l'épargne retraite, de l'épargne longue des Français. Ce qui motive les épargnants, c'est clairement la sortie en capital qui a libéré les énergies et qui leur donne envie d'investir à long terme sur une enveloppe qui est très souple, qui permet de différer la fiscalité et donc qui propose en fait un levier fiscal remarquable. Après, supplanter l'assurance vie, moi j'aime pas trop opposer les produits, l'assurance vie, le PER, en fait ce sont 2 outils dans la boîte à outils des épargnants et des conseillers. Et ce qui est certain, c'est que la plus forte valeur ajoutée, on va plutôt l'obtenir en articulant les solutions pour vraiment créer de la valeur au profit des épargnants. Non mais Pierre-Emmanuel, là vous ne répondez pas à la question. C'est vrai ou pas? Parce que j'ai l'impression les chiffres qu'on avait sur le PER n'étaient pas terribles et tout le monde dit que c'est bien. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Les chiffres du PER sont stratosphériques, hein. C'est un tsunami. Ah oui. Aujourd'hui les épargnants, il y a à peu près 3 millions de PER individuels qui ont été ouverts. Ouais. Quasiment la même chose au niveau collectif et catégoriel. Bon, donc c'est vraiment un succès commercial remarquable. La question effectivement c'est est-ce qu'on est sur une enveloppe qui est plus intéressante que l'assurance vie? Là, sincèrement et en toute transparence, oui, mais parce que ça se fait automatiquement dans les banques. Oui, ça les s'ouvre transferts, automatiquement. C'est plus facile encore quand ça se fait oui, quasi automatiquement. Parce qu'on a automatiquement. l'avantage fiscal, parce qu'on a la sortie en capital, on est sur une enveloppe qui répond vraiment aux envies des épargnants. On en mais reparlera. pour avoir toute l'efficacité, il faut plutôt articuler les solutions et faire de l'ingénierie fiscale et sociale. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est ce que disait Pierre-Emmanuel, c'est la sortie en capital qui attire énormément les Français. Et je pense que c'est pour ça que le PER a un grand succès. Ceci dit, nous, on est gestionnaire de patrimoine et on a le devoir de conseil. Donc, c'est ce qui me paraît important. Donc, est-ce que il faut céder, j'allais dire, aux sirènes de la sortie en capital, Pierre-Emmanuel? Alors,
La sortie en capital, ce qui est très clair, c'est qu'elle est extrêmement performante, surtout pour les nouveaux produits, pour les produits nouvelle génération, qui ont des garanties techniques de table de mortalité ou de taux de rendement garanti, qui sont faibles. Donc la sortie en capital, ça permet à la fois à l'épargnant de reprendre la main sur son épargne, et en plus d'investir sur la durée avec une allocation qui restera dynamique plus longtemps. La question que tu poses, Bruno Philippe, elle est intéressante, c'est est-ce que c'est toujours la bonne solution, en particulier pour imaginer des transferts d'anciens Madelin, d'anciens Article 83, qui ont des garanties techniques beaucoup plus élevées, des tables de mortalité anciennes, des taux techniques, des taux garantis qui sont très élevés. Et là, clairement, tu as raison, le devoir de conseil qui est rappelé par la loi Pacte, qui est un devoir réglementaire, c'est aussi une responsabilité commerciale et quasiment morale vis-à-vis des épargnants, leur donner de bons conseils. Ça suppose effectivement d'avoir une analyse comparée très poussée pour vérifier que l'ancien produit est moins intéressant que le nouveau produit, que la sortie en capital crée de la valeur, et pour ça il faut effectivement passer par une analyse très pointue qui est grosso modo le comparatif ancien produit, nouveau produit. Est-ce que la sortie en capital crée de la valeur ou pas? Et ça, je suis d'accord avec toi, il faut en passer par une analyse à forte valeur ajoutée qui met en avant le devoir de conseil. Pierre-Emmanuel, vous parlez de transfert 83 sur nouveau PER. Quid de l'assurance vie, les transferts d'assurance vie vers le PER? Intéressant, pas intéressant? Alors ça, c'est effectivement une nouveauté de la loi Pacte, la possibilité de basculer les encours d'assurance vie vers le PER. Alors c'est pas tout à fait un transfert, en réalité c'est un rachat de contrat d'assurance vie défiscalisé avec la possibilité de réinvestir sur un PER en profitant de la déduction à l'entrée. Donc c'est une déduction fiscale qui permet en fait d'avoir un double effet qui se coule, défiscalisation des plus-values en assurance vie et avantage fiscal à l'entrée sur le PER. C'est dans la plupart des cas un très bon levier fiscal qui permet d'accompagner encore la performance pour le client. Ce qui va être intéressant, c'est que selon les configurations fiscales et patrimoniales des épargnants, on va même dans certains cas créer de la valeur en matière de transmission. Ce qui est intéressant finalement, c'est que... Là, ça m'intéresse évidemment. Là, c'est une porte ouverte à quelque chose qu'on adore. Parlez-nous un petit peu de l'avantage de la transmission du PER, parce qu'on ne nous l'avait pas tout à fait proposé comme ça. Et il se trouve que dans les préconisations qu'on peut faire à nos clients, on s'aperçoit que le PER a sa place dans le paysage de la transmission et que l'assurance vie aujourd'hui devient un... Mais Sébastien, vous disiez même que c'était mieux le PER en termes de transmission que l'assurance vie. J'aimerais avoir l'avis du maître et en tout cas de l'acteur principal sur le marché sur ce produit-là. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des épargnants vont utiliser l'assurance vie et le PER. La plupart du temps, quand ils sont peu conseillés ou mal conseillés, ils vont utiliser le PER pour générer des revenus supplémentaires et l'assurance vie pour transmettre. Et on voit déjà des stratégies qui fleurissent, qui disent ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on arrive à la retraite, basculer les encours du PER sur l'assurance vie pour transmettre. Et quand on fait les calculs, et quand on est bien accompagné par un professionnel qui sait de quoi il parle, on se rend compte que c'est plutôt à l'inverse qu'il faut utiliser, c'est-à-dire l'assurance vie pour générer des revenus supplémentaires et le PER pour transmettre. Ce n'est pas une vérité générale, ça dépend évidemment de la configuration technique, fiscale, patrimoniale de l'épargnant, mais c'est vrai que l'articulation entre PER et assurance vie crée de la valeur, et parfois les stratégies les plus innovantes, les plus originales créent le plus de valeur pour les épargnants. Et je vous rejoins complètement. Parfois, c'est le PER qu'il faudra utiliser pour transmettre et l'assurance vie pour générer des revenus supplémentaires. Donc générer de la valeur, moi ça m'intéresse. En gestion longue, les allocations d'actifs sont notre domaine et on adore ça. Par contre, plus la gestion est longue et meilleur est le profit. Ça voudrait dire que le PER, c'est un vrai instrument de gestion d'épargne long terme intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'allocation financière, et c'est pourtant au cœur de Pacte. Dans Pacte, il faut se souvenir qu'on a la gestion pilotée par défaut, avec une allocation horizon retraite équilibrée, qui permet à l'épargnant d'être guidé dans son allocation d'actifs, avec une désensibilisation et un rééquilibrage régulier qui lui permettent d'être extrêmement performant, puisque finalement il va acheter des actifs pas chers et vendre des actifs très chers. Donc ça, c'est intéressant. Pour les épargnants qui sont plus experts ou qui sont bien accompagnés par un conseiller qui sait de quoi il parle, on a aussi la possibilité d'aller en gestion libre,
avec des gestions qui seront très très larges. Hein. On peut aller chercher de l'immobilier, on peut aller chercher du private equity, on peut aller chercher des actions thématiques, et bien sûr dans un cadre qui fait la part belle aussi à la gestion ISR, qui est aujourd'hui vraiment au cœur des préoccupations des épargnants. Donc gestion pilotée, gestion libre, le PER, c'est probablement l'enveloppe d'épargne longue avec la plus forte valeur ajoutée, qui permet justement d'adapter l'allocation en fonction de l'horizon de placement de l'épargnant. N'oublions pas non plus que dans PER, il y a le mot retraite. Une des dimensions essentielles du plan d'épargne retraite, c'est justement de parler de retraite et notamment de la protection du conjoint, ce qui se faisait avant le PER. Comment est traité ce thème dans le nouveau PER? Alors c'est vrai que dans l'ancien monde, hein, si vous me permettez ce terme, typiquement quand on parlait de Madelin, un TNS ou un chef d'entreprise, on devait parler de réversion, on devait parler d'annuité garantie, parce qu'il fallait protéger le conjoint qui avait souvent des revenus plus faibles, des retraites quasiment inexistantes, et donc la dimension de protection du conjoint via la réversion et les annuités garanties était essentielle. Avec le PER, on a la sortie en capital, et donc la part de la rente se réduit. Mais le champ de protection du conjoint est toujours aussi important, avec la mutualisation des plafonds, avec les clauses bénéficiaires croisées, puisqu'on est dans des contrats qui ont des clauses bénéficiaires et donc on va pouvoir protéger le conjoint survivant. Et puis, on va aussi, bien sûr, parler de prévoyance, puisque dans le PER, il y a aussi la sortie en capital défiscalisée en cas de décès du conjoint. Donc le conjoint survivant est protégé dans tous les cas. Ce qui est certain, c'est que dans ce nouveau PER, la dimension de prévoyance, de protection est vraiment au cœur du sujet. Et on revient encore une fois au devoir de conseil. Ouais, le devoir de conseil est essentiel. Je ne comprends même pas pourquoi le PER n'a pas pris plus l'ascendant sur l'assurance vie. Parce que là, tel que vous le présentez, c'est un peu génial. Donc c'est quoi le problème avec ce produit aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelait historiquement le couteau suisse de l'épargne, l'assurance vie, on a aujourd'hui un deuxième couteau suisse dans la boîte à outils, et c'est sans doute... Mais ça, les Français ne le savent pas vraiment. Les Français commencent à le savoir. Il ne faut pas non plus oublier un point, c'est que dans le PER, on a des investissements qui sont plafonnés. On a un plafond de déductibilité fiscale. Au-delà des plafonds de déductibilité fiscale, il est certain que l'assurance vie a encore toute sa place. Et Bruno, vous, qu'est-ce que vous préférez, l'assurance vie ou le PER? Alors moi, je suis un mauvais exemple puisque je suis plutôt un homme de retraite, entre guillemets. Je voulais rebondir sur ce que disait Pierre-Emmanuel parce que je côtoie beaucoup d'experts comptables et l'aspect mutualisation des plafonds permet de dégager des marges disponibles qui peuvent être assez importantes et assez colossales. Et je pense qu'entre le plafond des 10% et taper le disponible des 3 années antérieures, ça permet de rendre très très attractif le PER. Mais est-ce que les experts comptables gèrent bien ce produit, selon vous? Ils le gèrent bien quand ils font appel à nous, forcément. Oui. Non mais c'est vrai. Donc... C'est tout à fait comme ça qu'il faut le voir. L'expert comptable est un homme de chiffres. Nous, on est des hommes de conseil. Et je veux dire, quand on arrive à marier le chiffre et le conseil, l'épargnant est gagnant. Ce qui pourrait expliquer également que le PER aujourd'hui prend peu à peu sa place, et nous on le constate en cabinet, c'est la complexité également des stratégies d'aménagement, parce qu'il faut faire des calculs entre les plafonds, Pierre-Emmanuel en a parlé, mais aujourd'hui vous voyez ça comment chez RS? Est-ce que vous voyez le développement de ce produit à vitesse grand V dans les années à venir? Parce que nous on voit la proportion entre l'assurance vie et le PER, à comparaison par rapport au PERP, l'ancien produit, où il y avait une sortie en rente de 80%. Là, aujourd'hui, on peut faire du sortie en capital fractionné. Comment vous voyez la collecte des 5 années prochaines chez RS? Il est très clair qu'on est tous portés par cet élan pacte. Depuis 2 ans, on a une passion finalement des épargnants pour ce nouveau produit. Il faut aussi, je pense, féliciter le législateur. De nombreux acteurs de la profession ont lutté en disant la retraite c'est de la rente. Il faut finalement faire le bien des épargnants contre leur plein gré. Le législateur a tenu la barre.
Ils ont imposé la sortie en capital et ça on peut les remercier parce que finalement ils ont eu raison et aujourd'hui on a une sortie en capital qui permet... Pierre-Emmanuel, parce que l'heure tourne vraiment très vite avec vous. Il y a une question que je voulais vous poser sur le PERCO. Est-ce que c'est une vraie réussite et est-ce que les chefs d'entreprise l'utilisent ? Alors, c'est vrai qu'avec le PER, en fait, on a vu germer, fleurir un certain nombre d'acronymes, le PERIN, le PERECO, le PEROB. Donc, toute une gamme de produits qui permettent d'adresser différents besoins, différentes configurations. Le PERIN, c'est quand on adresse les besoins individuels. Et le PERCO, très vite, en 30 secondes. Le PERECO, en fait, c'est le vrai PER pour le chef d'entreprise et le travailleur non salarié. Pourquoi ? Parce qu'il synthétise ce qu'on avait historiquement entre le Madelin et le PERCO. Et l'articulation entre versement déductible Madelin sur le compartiment numéro 1 du PERECO dopé à l'abondement, ça permet de cibler sur le chef d'entreprise et d'avoir une efficacité fiscale absolument remarquable. Ce sera le mot de la fin parce que l'heure tourne très vite. Pierre-Emmanuel, merci beaucoup. Et merci à vous deux aussi de m'avoir accompagné. Merci. Voilà une table ronde donc sur la place que prend le PER, de plus en plus importante dans l'épargne des Français à côté de l'assurance vie. Une table ronde où Bogdan Koval interviewait Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé de RS, mais aussi accompagné de Bruno-Philippe Fléchet, fondateur et dirigeant de 2A Conseil, et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excelis. Les fonds thématiques répondent-ils aux besoins des CGP ? C'est la question que Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, va à présent poser à Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France d'AXA IM. Rebonjour, on retrouve tout de suite Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France d'AXA IM, un des acteurs majeurs de l'asset management européen. Qu'ont-ils aujourd'hui comme thématique qui répondent aux besoins des CGP ? On en parle tout de suite avec Raya. Bonjour Raya. Bonjour Laura. Vous allez bien ? Bah écoutez, oui, on ne peut qu'aller bien. On est ravis de retrouver tout le monde pour ce salon. Avoir un patrimonia qui ressemble à un vrai patrimonia, c'est quand même Exactement. Très très sympathique. Quelle thématique vous mettez en avant pour cette rentrée ? Alors les thématiques qu'on met en avant, c'est vraiment les thématiques pour lesquelles on est convaincu que ça peut offrir un potentiel de croissance intéressant pour nos clients aujourd'hui. Et ce sont les thématiques qui ont trait à l'économie évolutive. Donc l'économie évolutive, c'est l'économie qui transforme nos modes de consommation, nos modes de vie. Donc on peut parler de robotisation, on peut parler de digitalisation de l'économie, la vente en ligne par exemple. On peut parler également de tout ce qui est longévité. Donc ça, c'est vraiment des thématiques. Aujourd'hui, à AXA IM, on gère plus de 5 milliards sur ces thématiques. Et ces thématiques, elles intègrent aussi bien évidemment des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont chers à AXA IM parce que pour nous, c'est un critère essentiel pour pouvoir offrir un potentiel de croissance sur la durée. Et est-ce que ça répond bien aux besoins des CGP ? Est-ce que ça les intéresse ? Alors, on pense que bien évidemment ça les intéresse, on en est même convaincus. Pourquoi ? Parce que ce sont des thématiques qui sont très concrètes, donc qui vont parler au grand public, qui vont parler aux clients, et ce sont des sujets de préoccupation également pour les clients, parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours, on a eu des changements qui ont été induits notamment par la crise sanitaire, et le Covid a pu être un accélérateur de tendance pour ces thématiques qui étaient déjà bien enclenchées. Donc, d'où le potentiel de croissance important. Alors après, on a aussi pas mal de demandes de la part des CGP sur tout ce qui est investissement durable et impact environnemental et social. Et ça, c'est très important. C'est un sujet qu'on porte depuis plus de 20 ans chez AXA IM. Et on a décidé de lancer une gamme pour justement flécher tous nos fonds, toutes nos stratégies qui vont être dans cette catégorie investissement durable et investissement à impact environnemental et social. D'accord. Là, maintenant, si on regarde du côté des performances et du côté de la gestion des risques, comment ça se passe de ce côté-là ? Alors c'est une excellente question parce que bien évidemment ce qui intéresse les conseillers en gestion de patrimoine et nos partenaires, ce sont les perspectives de croissance et de performance. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce sont des thèmes, notamment sur l'économie évolutive, qui sont des thèmes de croissance, qui sont des thèmes qui ont su tirer leur épingle du jeu, notamment par rapport à la crise sanitaire, en renforçant, en accélérant ces tendances qui étaient déjà bien présentes. Donc même si aujourd'hui les valorisations des marchés d'actions sur ces thématiques peuvent sembler élevées, on voit encore un potentiel très grand devant nous. Typiquement, un petit exemple, l'économie digitale, les ventes en ligne aujourd'hui, ça représente à peu près 14%. En 2011, c'était 11% du commerce. Et on estime que d'ici 2024, ça dépassera les 20%. Pareil pour la robotisation, ça pénètre aujourd'hui
tous les secteurs et on est sur, par exemple, sur la robotisation logistique, un pas de croissance de 38% par an. On peut citer aussi tout ce qui est intervention chirurgicale avec les robots. C'est que 2% aujourd'hui du marché alors que c'est très efficace. Donc on a encore un boulevard devant nous. Donc on pense vraiment que ce sont des perspectives de croissance intéressantes. Après, on est encore sur les marchés d'actions, bien évidemment, une classe d'actifs volatiles, donc qui comporte des risques. Alors, c'est vrai que tous les asset managers aujourd'hui revendiquent un intérêt pour l'ISR, pour l'investissement socialement responsable. Qu'est-ce que c'est, vous, votre valeur ajoutée ? Alors, notre valeur ajoutée, elle réside que les autres n'auraient pas. Alors, elle réside en plusieurs points. Je pense que c'est un mix, en fait, parce qu'effectivement, tout le monde se revendique un petit peu de faire de l'ISR, de faire de l'impact. Voilà, et c'est normal, et je dirais c'est une bonne chose, parce que je pense que la norme, ça va vraiment devenir ça. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas de planète B, on n'aura pas de performance durable si on n'intègre pas ces critères. Après, je pense que notre valeur ajoutée, c'est le sérieux et l'historique qu'on a à traiter de ce sujet, de l'investissement durable, et d'être toujours devant, en fait, en termes d'innovation, en termes d'idées, avoir une gamme très complète. Alors, je parle de gamme parce qu'on a vu beaucoup de thématiques sur l'environnement, notamment on a beaucoup d'offres sur l'environnement, on en a beaucoup moins sur le social. Or, le social, c'est un aspect qui est très important et d'ailleurs, on voit que la réglementation commence à s'y pencher également. Chez AXA IM, on a une offre très étoffée à la fois sur l'aspect environnemental, mais à la fois sur l'aspect progrès social. Donc il y a, on va dire, la complétude de l'offre qu'on peut mettre à disposition. Il y a l'historique, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'investissement responsable, de l'investissement même à impact. Notre fonds le plus vieux à impact, il date d'il y a plus de 20 ans. Et je dirais les ressources. Parce que le sérieux aussi de cette thématique, enfin de cette conviction, on va dire, de faire de l'investissement durable, elle doit se mesurer par rapport aux ressources qu'on met en face. Donc chez AXA IM, on a une trentaine de personnes qui s'occupent de ces sujets, qui sont totalement alignées avec la gestion et qui reportent même à la gestion pour avoir un alignement d'intérêt entre les objectifs de performance et les objectifs de performance extra-financière, donc ça c'est vraiment important. Et puis on a un rattachement directement au management board d'AXA IM. Donc c'est un sujet stratégique qui est vraiment au cœur de nos priorités. Et ça c'est important. La culture d'entreprise chez AXA IM, c'est l'investissement responsable. Tous les collaborateurs sont formés pour ça et pour vivre vraiment et pour être capable d'en parler. Raya, vous êtes un asset manager chez AXA IM et vous pensez réellement qu'on peut changer le monde autrement qu'en travaillant pour une ONG ? J'en suis vraiment convaincue. Alors je pense que c'est très bien de travailler pour une ONG. On a un impact qui va être très direct, ça c'est sûr. En revanche, peut-être que l'impact, on va dire, au total, sur la masse qu'il y a à réaliser pour pouvoir effectivement transformer la planète et le monde est énorme. Donc je pense vraiment que la finance a un rôle à jouer. Merci beaucoup Raya d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'était Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France chez AXA IM, qui répondait à Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, avec comme thématique, en toile de fond, les fonds thématiques répondent-ils aux besoins des CGP ? Et pour cette dernière partie de Smart Patrimoine, on va se poser la question de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne attire-t-elle les SCPI ? C'est Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, qui pose la question à Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion. On regarde. Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de SCPI avec Mathieu Navarre de Paref Gestion. Mathieu, bonjour. Comment allez-vous ? Formidablement bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici à Patrimonia. Alors je suis passé sur votre stand, il y a un monde fou. On en est très heureux. Ouais. Alors est-ce que c'est la chaleur du stand? Est-ce que c'est le sourire des équipes? On n'est pas venu uniquement avec les responsables des partenariats aujourd'hui, mais les gérants de fonds, l'équipe commerciale, marketing. C'est un Patrimonia particulier pour nous. C'est l'aboutissement de nombreux projets. Donc c'est un événement fort pour Paref Gestion après 2 années de mue qui a enfin abouti. Mais que vous demandent les CGP? De quoi parlez-vous sur le stand? Alors les CGP, très concrètement, nous interrogent très largement sur nos fonds qui sont reconnus, qui sont utilisés par les CGP depuis bientôt 30 ans. Et puis ils viennent chercher finalement tous les nouveaux services qu'on met à leur disposition. Depuis
2 ans maintenant. Il y a une attente qui est très forte de leur part pour les accompagner et ça se passe concrètement à notre niveau par la mise en application de 2 choses. Une équipe qui a été structurée, régionalisée pour les accompagner au quotidien auprès de leurs clients également, et puis une série d'outils qu'on met à leur disposition. Là, on présente un nouvel outil de souscription digitale, personne physique, personne morale, mais démembrement également, pleine propriété. On présente un tout nouveau simulateur, donc ça se passe et ça se transfère finalement au travers d'outils très concrets qu'on met à leur disposition. Et c'était important cette mutation que vous opérez depuis 2 ans maintenant? C'était essentiel, c'est-à-dire qu'on avait une base en effet de fonds bien connus, de fonds ancrés dans l'univers collectif des SCPI. Et effectivement, cette attente-là, elle répond finalement aussi à la notion de modernisation de la profession, à toutes les tendances et en tout cas à tout ce qu'attend le CGP 2021. Alors, on va parler maintenant plus concrètement de zones géographiques parce que vous étiez un des premiers, Parev Gestion est un des premiers à être allé en Allemagne. Alors aujourd'hui tout le monde en parle, tout le monde prétend être investi sur le marché allemand, mais vous étiez les premiers. Pourquoi et où en êtes-vous ? Alors en effet, on a lancé une première SCPI, Novapierre Allemagne en 2014, une seconde en 2019. Alors finalement, la question de pourquoi l'Allemagne aujourd'hui se traduit assez directement par la réaction, par la robustesse du modèle commercial allemand tel qu'il a été mis en avant en 2020. Les fonds que nous gérons ont affiché les taux de recouvrement qui sont assez uniques sur le marché. Novapierre Allemagne 1, c'est plus de 98% de taux de recouvrement. C'est une surperformance en 2020 par rapport à 2019. C'est un Novapierre Allemagne 2 qui a investi finalement toutes ses liquidités, qui poursuit sa route et sa montée en puissance. Donc finalement, c'est pourquoi l'Allemagne a été tout à fait mis en exergue en 2020. Oui, mais Mathieu, là, vous dressez un tableau un petit peu idyllique de la situation. L'Allemagne, on me dit aussi que c'est cher, que c'est compliqué, les loyers sont bloqués à Berlin, donc il y a quand même des choses qui ne marchent pas forcément en Allemagne. Alors c'est très juste, c'est-à-dire que ça a profité au fonds qui était déjà constitué, je pense à la première mouture de Novapierre Allemagne 1, et puis nous avons en effet eu à prendre des décisions de gestion sur Novapierre Allemagne 2, de manière à embarquer finalement des actifs les plus attractifs possibles avec des rendements pérennes. Aujourd'hui, on a réussi à investir l'intégralité de nos liquidités sans transiger sur nos critères de sélection. Mais en effet, 2020, l'Allemagne a attiré énormément d'investisseurs. C'est plus de la moitié des investissements qui ont été réalisés par des étrangers. C'est le 2e pays d'investissement dans le monde après les États-Unis. Donc notre stratégie est confortée, mais vigilance effectivement sur la sélection des actifs. Alors, ce qui se disait aussi sur votre stand, c'est que vous aviez des très bons sourceurs. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez une équipe sur place en Allemagne qui travaille, qui achète pas cher de beaux actifs. L'ADN de Parev Gestion, au-delà finalement de l'Allemagne, et que ce soit européen d'ailleurs, et sur toute typologie d'actifs, c'est de se reposer sur cette expertise, bientôt 30 ans finalement d'expertise avec cet ADN européen. Et en effet, concernant l'Allemagne, on s'appuie sur une expertise locale, sur un sourceur local, sur un des plus gros asset managers européens, en la personne de Principal. Alors juste sur l'avantage fiscal, parce que beaucoup de gens me disent mais c'est surtout l'avantage fiscal en Allemagne. Quel est-il, rappelez-le? Alors c'est bien de rappeler aussi que c'est la cerise sur le gâteau, mais en effet c'est pas neutre. Une SCPI française est largement taxée, on le sait, tranche marginale d'imposition, prélèvements sociaux. En Allemagne le système est largement différent parce que la SCPI a été imposée une première fois dans le pays. Je paye bien mon impôt, mais je suis d'abord exonéré de prélèvements sociaux, c'est à noter, et qui plus est, j'ai le droit à un crédit d'impôt. Donc finalement ça se traduit par une imposition qui oscille de 8 à 15-20% maximum fonction du profil patrimonial. Donc c'est pas neutre. Et c'est à prendre en considération, bien évidemment, sur l'ensemble d'ailleurs des CPI européennes. Est-ce que les CGP sont sensibles à ce discours ? Ils y sont particulièrement sensibles parce qu'on voit finalement un niveau de fiscalité qui est de moins en moins favorable et avoir une fiscalité allégée sur un support qu'ils connaissent, qui est rassurant. Oui, parce que moi j'ai reçu pas mal de CGP, ils connaissaient très bien cet avantage fiscal, c'est incroyable ça. Ils le maîtrisent de mieux en mieux. Ça rassure les clients, c'est une assise bien connue en matière de SCPI. Mathieu, parce que l'heure tourne très vite, vous avez aussi une SCPI sur l'Europe de l'Est et notamment sur la Pologne, donc ça me concerne directement. Elle marche bien ou pas? Ça marche? On a lancé en effet Interpierre Europe Centrale en septembre 2020. 3 pays visés, Pologne, République tchèque et Hongrie. 2 classes d'actifs possibles, bureaux et locaux d'activité. C'est une SCPI qui rencontre un très grand succès parce qu'on va chercher ce nouveau dynamisme local de par les classes d'actifs que l'on va sélectionner et puis par le rendement qui est possible également puisqu'on vise un rendement cible, évidemment non garanti, supérieur à 5% net versé pour l'investisseur. Donc c'est très attractif. En tout cas, vous en parlez très bien. Mathieu, merci beaucoup. Merci Bogdan.
Voilà, pourquoi l'Allemagne attire-t-elle les SCPI? C'est la question à laquelle répond Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion. Une interview signée Club Patrimoine. C'est la fin de Smart Patrimoine. On recommence demain sur le même format et tout le reste de la semaine afin de donner la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine, mais aussi de vous faire revivre cet événement patrimonial avec des interviews réalisées par Club Patrimoine. Je vous dis à demain.